C'est quoi ce délire? Quoi, t'aimes pas? C'est quoi ça exactement? C'est la nouvelle cam du marché. De la mémoire sensorielle enregistrée et retranscrite dans ce petit bijou. Ta nouvelle drogue, c'est de la réalité extrasensorielle qui reproduit tout, et tout ce que tu trouves à me montrer, c'est un mec qui chope la gastro. Ça, c'est parce que c'est le début. J'ai pas encore beaucoup de clients. Du coup, je me sers de mes habituels. Pourquoi est-ce que j'ai un goût de cuivre dans la bouche? Oh, ça sert à rien. Ça triture un petit peu les neurones, c'est tout. C'est une version en cours d'évolution et bosse dessus. Bon, il y a un petit risque d'anévrisme, mais pour une version bêta importée de Russie, on est vraiment pas mal. Je crois que je vais rester sur tes anciens produits. La drogue, ça se renouvelle difficilement. Attends, mais j'ai ça en enregistrement aussi. C'est exactement la même chose. Tu tripes de la même façon, mais sans les effets secondaires. Oui, enfin, à part le risque d'anévrisme et l'impression d'avoir léché un circuit imprimé. Allez, hop, je t'offre un petit avant-goût. Tu veux quoi? Blanche-neige nasale, cachou foufou, combustion roulée, épine acidulée, champignon lamique. Surprends-moi. Ok, c'est parti. Ah oui d'accord, je t'ai mis un live de Bernard Ménez. Excuse-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans Va des Rétro. Dernier épisode de l'année 2020. Une année pleine de... Une année. Et je me suis dit, pour le dernier épisode d'une année dite... bordélique, que ce serait judicieux de parler d'un film tout aussi bordélique. Non seulement dans sa thématique, mais aussi dans son arrivée dans l'industrie. Une arrivée un petit peu comme ça. Et oui, quand on y pense, même les réalisateurs les plus célèbres et les plus prolifiques ont très souvent fait un coup manqué dans leur carrière. Pas forcément un mauvais film, mais une œuvre qui fait tache dans leur filmographie, dans leur prouesse, ou tout simplement qui est sortie à la mauvaise période. Des réalisateurs qui ont tenté de révolutionner le cinéma, et qui se sont un peu plantés. Prenez par exemple David Lynch avec Dune, John McTiernan avec Rollerball, Brian De Palma avec Le Dahlia Noir, John Carpenter avec Ghost of Mars. Alors celui-là, plus on le regarde, plus c'est nul, et plus c'est nul, plus on l'apprécie. Ah ouais, c'est comme le pot-au-feu. Ah, parce que t'es là aujourd'hui. Ça répond à ta question? Tous ces films ont au moins le mérite de nous montrer qu'au cinéma, plus on vise haut, plus dure sera la chute. Certains retrouvent malgré tout une sorte de rédemption, et sont adulés, même parfois comme des œuvres cultes, des œuvres maudites, mais incontournables. Le film dont il est question aujourd'hui est dans une forme d'entre-deux, adoré par les uns, inconnu par les autres, mais quoi qu'il en soit, qui vous invite à faire, une fois de plus, un pas vers l'inconnu. Ce film, c'est Strange Days. Strange Days, ou dans sa version originale Strange Days, est un techno-thriller américain sorti le 7 octobre 1995 aux États-Unis et le 7 février 1996 en France. Le film est réalisé par Kathryn Bigelow, une réalisatrice, scénariste et productrice américaine qui s'est construite une filmographie à la fois très éclectique et riche en voltige. Elle démarre sa carrière avec The Loveless en 1981, un film style rockabilly avec un jeune Willem Dafoe bien stylé qui met beaucoup trop de sucre dans son café. Ah, et je vous épargne le ketchup qu'il met sur ses œufs dans la même scène. Un vrai massacre. Elle réalise également en 1987 le néo-western fantastique Aux frontières de l'aube, ou Near Dark dans sa version originale, autour d'un groupe de vampires fringants, fumants et badass qui fuient le soleil brûlant de l'Arizona, avant de s'attaquer au thriller Blue Steel, avec Jamie Lee Curtis dans un de ses meilleurs rôles, interprétant une policière traquée par un tueur psychopathe de haut niveau, un thriller particulièrement intense qui vous accrochera à votre siège. C'est Halloween en plus sexy et avec des flingues. Avec des phrases comme ça, t'aurais dû faire auteur de slogan pour affiche porno. Ça paye. L'œuvre qui marque la carrière de la réalisatrice et qui est considérée encore aujourd'hui comme la pierre angulaire de sa filmographie est le film culte absolu Point Break. Thriller surfant sur les vagues des films policiers des années 90, tout en offrant un scénario et des techniques de film particulièrement innovantes. Mais comme son nom l'indique, Point Break est le point de non-retour dans la carrière de Kathryn Bigelow. Bigelow est en forme, et dans son élan, elle finit par réaliser 4 ans plus tard
le film sujet d'aujourd'hui, Strange Days. Et là, le film est un échec commercial total, rapportant 1/6 de son budget initial. Ce qui est peu. Résultat, la carrière de la réalisatrice est stoppée pendant près de 5 ans, avant son retour dans l'industrie, où elle garde malgré tout la tête sous l'eau, avec des œuvres comme le film de sous-marin K-19 et le thriller dramatique Le poids de l'eau. Des œuvres bien en dessous de la qualité de ce qu'elle avait présenté jusqu'ici. Même si, bon, faut pas déconner, ce sont quand même des films franchement sympas. Heureusement, il ne peut pas pleuvoir éternellement, et elle fait un fracassant comeback en 2008 pour le film Des mineurs, pour lequel elle sera la toute première réalisatrice féminine à gagner un Oscar. Elle maintient sa route avec Zero Dark Thirty, en 2012, qui relate la traque de Ben Laden, et plus récemment Detroit, en 2017, sur la fameuse émeute de 1967 dans la ville du même nom. C'est super intéressant. T'es sarcastique là. Pas du tout. J'ai une soudaine montée d'intérêt pour le travail conséquent que tu as accumulé dans le but de nous faire partager toutes ces conneries sans intérêt. Va mourir. Catherine Bigelow a su se démarquer dans l'industrie, non seulement pour ses films coup de poing et bruts de décoffrage, mais aussi pour les prouesses techniques qu'elle réalise tout au long de sa filmographie, notamment dans l'usage régulier de plans à la Steadicam, c'est-à-dire de plans stabilisés filmés à bras-le-corps, par lequel elle nous plonge au cœur de l'action. Ces univers sont habités par les anarchistes, les gangsters, mais nous emporte aussi au sein de la justice et de ses failles. Des punks de rue aux surfeurs rêveurs, elle touche à toutes les cultures, groupuscules et clans, pour nous les montrer en profondeur et en action. Son cinéma est intense, sulfureux, brut et explosif. Strange Days est, comme ses autres films, une fiction qui visualise avec fracas une société partie en roue libre. A noter que le scénario a été écrit par une autre rockstar du cinéma américain, le réalisateur et ex-mari de la réalisatrice, James Cameron. Comme quoi, les ex, c'est recyclable. Les inspirations derrière le film sont des sujets de société. Déjà et surtout, l'affaire de Rodney King, un automobiliste afro-américain arrêté pour excès de vitesse et refus d'obtempérer, qui sera victime de violences policières en 1991, dont les preuves filmées en direct firent le tour du monde, et provoqueront un an plus tard les émeutes sanglantes de Los Angeles en 1992, après le procès qui acquitte les 4 policiers incriminés. 6 jours d'incendie, d'arrestations en tout genre, et un nombre ahurissant de blessés et de morts. Comme quoi, le message est clair. Éviter les excès de vitesse. Mais le film transpire aussi de nombreux autres drames de la société américaine, avec des cas comme l'affaire O.J. Simpson, accusé d'avoir assassiné son épouse, et de l'affaire John et Lorena Bobbitt, un couple américain qui a attiré l'attention dans un fait divers, dans laquelle Lorena Bobbitt, pour mettre un terme aux violences conjugales subies par son mari, a pris un couteau de cuisine, et alors que son mari dormait, lui a coupé la bite. Ok. Trop de détails. Bref, les prémices du film sont construites sur ces faits divers qui ont à la fois choqué et fasciné l'Amérique, dénonçant une période de folie humaine, d'injustice, de tension générale, de frustration et de colère. Un monde de chaos qui inspire James Cameron et Catherine Bigelow pour donner naissance à ce long métrage, dont le titre est repris de la fameuse musique du groupe de rock The Doors. D'ailleurs, côté musique, Strange Days est un vrai cocktail mélodique. A savoir que la bande originale est passée entre les mains de nombreux compositeurs et musiciens. Tout d'abord Randy Gersten, qui a travaillé sur les grands blockbusters des années 80-90 comme Tombstone, True Lies et Titanic, remplacé ensuite par le duo français Michel Sanchez et Éric Mouquet, du groupe Electro New Age Deep Forest, qui s'associe notamment avec l'auteur-compositeur-interprète britannique Peter Gabriel, pour composer la musique du générique de fin du film, une de mes préférées de la BO. Ce sera finalement le compositeur australien Graham Revell, plus connu pour son travail musical sur des films comme The Crow et Une nuit en enfer, qui aura la main sur une plus grande partie de la soundtrack. Mais je n'ai parlé que de la musique extra-diégétique, c'est-à-dire celle rajoutée en post-production, car le film abrite également de nombreuses scènes musicales, avec l'apparition de groupes célèbres. Le groupe de rock alternatif Skunk Anansie, l'artiste de trip-hop Tricky, l'orchestre électronique belge Lords of Acid, le groupe de heavy metal Prong, et même des performances d'Aphex Twin, de Delight et de plein d'autres, qui ont alimenté la gigantesque rave party, présente dans la dernière partie du film. Une rave party censée célébrer le nouvel an 2000, regroupant plus de 10 000 personnes, et interrompue un peu avant 4h du matin par des incidents comme par exemple les 5 joyeux fêtards qui ont fini à l'hôpital après avoir gobé leur poids en ecstasy. Ah, la jeunesse! Pas foutu d'avaler quelques pastilles. Même si elle se fait pourtant généralement discrète dans le film, la BO de Strange Days est tout simplement phénoménale, et se doit d'être écoutée en tant qu'album musical à part entière. Une multitude de performances, d'apparitions subliminales de groupes de rock, punk, jazz et électro en tout genre, qui habillent avec panache cet univers rétro-futuriste cyberpunk, avec ses rues brumeuses bleutées, ses foules enflammées, ses explosions de néons et de crasse. Bref, du cinéma rétro-dystopique comme on aime. Enfin, moi j'adore. Ça me rappelle mes nuits au lycée à fumer du thé et à gerber de la manzana avec les copains.
On était tellement hardcore. Du coup, pourquoi est-ce que le film a bombé? Des dires, il s'agirait d'une mauvaise stratégie de promotion et d'une incompréhension de la part du public de l'époque. Et oui, le film a à la fois été considéré comme trop obscur pour le public classique, et en même temps trop générique pour les plus passionnés. Il est tombé dans une sorte de tragique entre-deux, cherchant à toucher deux communautés trop divisées. Bon, il faut aussi rajouter à cela la violence d'une des scènes du film, qui a particulièrement été mal reçue par la critique. Non mais ça va, si vous survivez à un épisode de Derrick, vous êtes vacciné à toute forme de mauvais goût. Mais bon, malgré son échec, le film a été reconnu pour ses innovations visuelles et les performances des acteurs qui portent totalement le film. Il a, au fil des années, pris une certaine valeur, même s'il reste encore en retrait. D'où mon envie de prendre du temps pour dépoussiérer un peu cette gemme à moitié enterrée. Et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, L'histoire prend place à Los Angeles, 48 heures avant l'an 2000. À savoir que le film étant sorti en 1995, il s'inscrit donc à l'époque dans un futur proche. un film présageant du futur proche par le passé, mais qui est au présent d'aujourd'hui un futur passé. Un passé imparfait. Ok, pardon, j'arrête. On y suit Lenny Nero, interprété par Ralph Fiennes, acteur de légende qui, même si beaucoup le reconnaissent aujourd'hui surtout sans son nez, s'est surtout fait remarquer en jouant le terrifiant Amongoth dans La liste de Schindler, ainsi que dans le rôle du patient anglais dans le film Le patient anglais, ou encore dans Dragon Rouge où il joue le Dragon Rouge. Bref, Lenny est un ancien policier reconverti en dealer de clips prohibés. Des clips assez particuliers, car il diffuse au travers de casques sensoriels appelés Squid, non seulement les souvenirs, mais aussi les sensations de ceux qui les ont enregistrés. Une technologie créée à l'origine pour améliorer les systèmes de mise sur écoute, mais qui ont fini au marché noir, en tant que film sensoriel, qui permettent de revivre sexe et violence dans son canapé. Bon, en vrai, le Squid existe bel et bien, sauf qu'il s'agit d'un magnétomètre, qui permet de mesurer des champs magnétiques faibles. ah oui, hein, c'est tout de suite moins sexy. C'est ça la réalité. Que des déceptions. Lenny est lui-même un grand consommateur de son propre produit, revivant régulièrement ses propres souvenirs avec Faith, une ancienne prostituée qu'il avait extraite de la rue et jouée par Juliette Lewis, qui joue aussi dans Natural Born Killers, Gilbert Grape, mais aussi l'incontournable thriller Romeo is Bleeding avec Gary Oldman, un super film noir complètement délirant et déroutant comme on n'en fait plus. Faith a quitté Lenny et a refait sa vie en tant que chanteuse rock dans le club de Philo Grant, une rockstar interprétée par Michael Wincott, une des gueules du cinéma hollywoodien, déjà présent en terrifiant antagoniste dans The Crow, et qui joue aussi dans Romeo is Bleeding. Je déconne pas, allez le voir, c'est franchement génial. D'ailleurs, c'est Juliette Lewis elle-même qui performe pendant ces scènes, sur des compositions de la musicienne et compositrice britannique de rock alternatif, PJ Harvey. Et ça déménage joyeusement. Lenny est, dans le jargon populaire, un grand paumé, qui se repose sur ses deux amis, le détective privé Max, joué par Tom Sizemore, que vous pouvez retrouver en ambulancier frénétique dans le très bon À tombeau ouvert de Scorsese, et la garde du corps et conductrice de limousine Mace, jouée par Angela Bassett, qui joue aussi à merveille la prêtresse vaudou Marie Laveau dans la saison 3 d'American Horror Story. La vie de Lenny va basculer le jour où il reçoit un mini-disque anonyme contenant le meurtre en direct d'une de ses amies. C'est le début pour lui et ses camarades d'une descente aux enfers avec complot, conspiration et meurtre en tout genre. Comme je l'ai déjà dit, le film aborde de nombreux sujets de société comme le viol, le racisme et plus particulièrement le voyeurisme. Voyeurisme appuyé par la seule technologie qui transforme ce thriller en techno-thriller, le Squid. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de dispositif au cinéma, on peut déjà en repérer un prototype en bêta-test dans Demolition Man en 1993, dans la scène où Sandra Bullock et Stallone jouent au bingo virtuel. Mais il apparaît pour la toute première fois dans le film Brainstorm, sorti en 1983, avec Christopher Walken, Natalie Wood et Louise Fletcher. Cette fois l'appareil est plus vétuste, fonctionnant par cassette et non par mini-disque, mais le magnétoscope en question enregistre la conscience d'une personne, même après sa mort, rajoutant une dimension bien plus mystique et métaphysique au film. Strange Days reste dans une vision moins éthérée et plus sociétale. Au-delà de ces thématiques politiques et sociales, le film remet en question deux grandes problématiques philosophiques. La première serait la valeur que l'on accorde au temps. Dans Strange Days, les mini-disques sont la nouvelle drogue de rue, une véritable addiction aux promesses d'orgasme et de sensations fortes. Mais pour Lenny, ce sont surtout des fragments du passé qu'il préfère se repasser en boucle, plutôt que de faire face à la réalité du moment présent. Or, comme lui dit son ami Mace, le passé est fait pour s'estomper, pour disparaître. Notre vie est ici et maintenant, et ignorer cela, c'est ignorer sa propre existence. Eh ben, c'est profond. T'enfonces pas du tout une porte ouverte. Ce n'est pas pour rien que le film prend place 48 heures avant l'an 2000, l'approche d'un nouveau millénaire qui nous rappelle que le temps passe et que le monde avance, avec ou sans nous. Ne pas avancer avec lui, c'est se laisser mourir.
Se laisser mourir sur le long terme, c'est pas très bon pour la santé. C'est un peu l'inverse du pot-au-feu, quoi. La seconde et grande problématique de Strange Days est son rapport au chaos. Même si sa trame est relativement linéaire, le film est visuellement et scénaristiquement disparate. On suit nos protagonistes impliqués dans une affaire aux multiples complots, perdus dans un univers complètement anarchique, disloqués par la violence, une violence qui est une conséquence des failles du système, et donc de l'humain. On nous montre l'échec implacable d'une société alimentée par la paranoïa, la désinformation et l'ignorance de qui dirige quoi, qui est coupable, qui est innocent, bref, incapable de savoir discerner le vrai du faux. Un film particulièrement représentatif de notre époque en fait. Le Squid ce n'est pas juste un précurseur des casques de réalité virtuelle, c'est aussi et surtout une arme pour témoigner, comme on le fait aujourd'hui avec nos portables et avec internet. Quoi qu'il en soit, beaucoup s'accordent à dire que le monde est chaotique. Mais l'est-il vraiment? Si oui, ne l'a-t-il pas toujours été? Et puis c'est quoi la solution au chaos? L'ordre? Et on en revient à un principe élémentaire, celui du Tao. L'ordre n'est pas le remède au chaos, il est sa complémentarité. Le Tao, ou Dao, est un terme de la philosophie chinoise, qui représente, dans un sens simplifié, l'équilibre de l'univers. Si vous ne connaissez pas le Tao, vous reconnaîtrez au moins son symbole, un emblème universel, le yin-yang. Une image à la fois simple et complexe, qui représente l'équilibre de l'univers de par la balance entre ces deux éléments que sont l'ordre, en blanc, et le chaos, en noir. C'est la frontière mais aussi la symbiose entre ces deux entités contradictoires qui sont à l'origine de l'existence du monde. Trop de chaos, tout dégénère. Trop d'ordre, tout est pétrifié. Se perdre dans ces deux extrêmes s'équivaut à choisir entre la folie ou l'inertie. J'ai un cousin qui s'est perdu dans les deux. Il est schizophrène tétraplégique. Alors du coup c'est son chien qui cuisine pour lui. On retrouve cette thématique avec le duo Lenny et Mace dans le film, deux personnages que tout oppose, mais qui restent inséparables. Lenny est le pacifique anti-héros, Mace est la combattante aguerrie. Lenny est le rêveur perdu qui cherche à éviter le présent. Mace est la réaliste révolutionnaire qui regarde vers le futur. Lenny est un homme blanc, Mace est une femme noire. Ils sont opposés à tous les niveaux, et c'est ce qui crée leur inébranlable alchimie. Ils se complètent parfaitement. Un peu comme le pot-au-feu et le Beaujolais. Oui, Mortimer. Catherine Bigelow reprend un thème très souvent traité dans ses films. Elle nous offre la beauté cachée du chaos, pour nous rappeler qu'il est aussi nécessaire que l'ordre, représenté dans ses films par la justice. Le chaos est non seulement inévitable, il est nécessaire. Ce que nous dit Bigelow, c'est que la vie est parfois intense, sale, brute, violente, mais que c'est justement ça qui nous rend vivants. La colère, l'excitation, la peur, toutes ces émotions qui nous balancent dans tous les sens, tout ça fait partie du jeu, car c'est aussi ça, être humain. L'essentiel, c'est de ne pas perdre pied dans les extrêmes, accepter nos instincts et nos vices sans les laisser nous dominer. La vie est une éternelle balance difficile à équilibrer. Le jeu est de la reconsidérer constamment afin de trouver sa place dans ce monde fou et fascinant qui est le nôtre. Nos opinions, nos choix, nos idées et nos concepts, nuancés ou extrêmes, nourrissent le monde d'une façon ou d'une autre. Cherchons à comprendre et à faire évoluer notre sens de justice et nos envies d'anarchie, nos convictions, nos pensées. En bref, avant d'essayer de comprendre l'univers, soyons déjà vrais avec nous-mêmes, et n'ayons pas peur de faire face à nos propres démons, car sans eux, nous ne grandirons jamais. Catherine Bigelow considère Strange Days comme son film le plus abouti. Elle y a exploré toutes les routes qui l'ont mené à partager ses questionnements et ses idées, qu'elle continue à explorer encore aujourd'hui. C'est pour moi une œuvre prenante, très distrayante et d'actualité. Et c'est le film parfait pour célébrer cette fin d'année 2020. Sur ce, regardez Strange Days, mangez du pot-au-feu et n'abusez pas trop d'ecstasy. Bonne soirée, bonne séance et prenez soin de vous. Bon alors, tu vas me le faire ce pot-au-feu? Ok, qu'est-ce que t'as avec ça aujourd'hui? J'aime te faire chier, c'était pas clair jusqu'ici? Va crever, tronche de pantoufle. Pas avant toi, hipster de mes deux. Ton pot-au-feu, tu vas le déguster par l'arrière. Ah, ce sera ta seule façon de rentrer dans les annales? Pourquoi est-ce qu'on se fait du mal comme ça? Je sais pas, c'est la période. Le froid de l'hiver, la tension générale, l'arrivée des fêtes et des futurs gastro. Si on arrêtait tout ça et qu'on se cuisinait un bon pot-au-feu? Eh bien, Killjoy, en voilà une idée pertinente. Mais attention, un pot-au-feu végétarien. Mais tout à fait, arrêtons le massacre. Et puis tu sais quoi? Pour la fin du repas, je t'ai préparé ton dessert de prédilection. Ok, là tu l'as cherché. Ah! Ma grand-mère aveugle vise mieux que toi, clown de kermesse. Quand je t'aurai attrapé, tu feras un super paillasson pour le banana café. Ça tombe bien, je t'ai inscrit à leur concours drag queen.